Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Facebook à l'occasion du premier Facebook Live de la police cantonale vaudoise. Le thème choisi ce mois-ci, eh bien la cyber-escroquerie. On va en parler avec plusieurs de nos invités, à commencer par la responsable prévention et relations avec les citoyens, Olivia Coutruzzola. Bonjour. Bonjour. Et puis également avec Julien Cartier, le chef de la brigade analyse et traces technologiques de la police cantonale. Bonjour. Bonjour à vous tous. On aura également une partie témoignage durant ce direct qui va durer jusqu'à 11h30 environ. Durant une demi-heure, on va essayer de vous expliquer les tenants et aboutissants de cette problématique. La cyber-escroquerie, on va rentrer dans quelques instants, expliquer un petit peu en détail, bien entendu, ce que c'est. Mais le choix de ce thème n'est pas lié au hasard, puisqu'il y a une campagne nationale, Olivia Coutruzzola, qui a été lancée lundi. Effectivement, lundi, les polices de Suisse, les polices cantonales de Suisse, en association avec la prévention suisse de la criminalité, ont lancé la première campagne de prévention nationale sur le thème de la cyberescroquerie. Julien Cartier, on a bien sûr une demi-heure pour expliquer tout ce qu'est la cyberescroquerie de manière liminaire, en quelques phrases. Alors, la cyberescroquerie, c'est un délit qui va se dérouler sur Internet ou à travers Internet. Et c'est une escroquerie, je dirais, classique, c'est-à-dire que vous allez vous faire arnaquer, c'est-à-dire que l'auteur va vous voler un bien ou de l'argent en utilisant de tromperies, d'astuces. Olivia Coutruzzola, durant cette campagne nationale qui vient de démarrer, on a également décidé d'utiliser une vidéo qu'on va voir dans quelques instants, assez parlante. Oui, cette vidéo, effectivement, met en scène les plateformes de petites annonces. On sait que de nombreuses personnes aujourd'hui achètent des biens sur ces sites Internet et sur ces sites Internet, elles sont également susceptibles d'être victimes d'escroquerie. Ce que l'on veut montrer dans cette vidéo, c'est cette dualité entre la vie numérique, notre vie sur Internet, et la vie réelle. L'idée, c'est vraiment de personnaliser, on va dire, la théorie. Absolument, et de vraiment être très explicite. Les gens vont le voir par l'image. Alors, je vous propose justement de voir cette capsule et de revenir juste après. Vous allez voir, cette voiture, c'est une super affaire. C'est vrai? Elle est juste ici. Voilà la bête. Quoi? Ah, je sens qu'elle vous plaît déjà. Mais... Elle est comme neuve. 180 chevaux, moins de 20 000 km au compteur. Admirez ces magnifiques jantes en aluminium. Ouais, mais attendez... Je vous ai dit qu'elle était toute option. GPS, caméra de recul, écran tactile. Et les sièges en cuir. Bon, écoutez... Et en prime, je vous offre les pneus d'hiver. Alors, vous me la prenez? Et vous auriez dit oui? Chérie, j'ai trouvé une super affaire sur Internet. Thomas a payé 4000 francs pour une voiture qui n'a jamais existé. Chaque jour, on recense des dizaines de victimes d'arnaques sur des sites de petites annonces. Sur Internet aussi, soyez vigilants. Pour votre sécurité sur Internet, ne transmettez jamais de mots de passe ou de documents personnels. Ne parlez jamais à une personne dont l'identité n'est pas vérifiée. Ne divulguez pas de photos ou d'informations intimes. Ne versez jamais d'argent en avance. Voilà pour cette vidéo. Je vous propose également de passer par un petit graphique qui explique un petit peu, en quelques chiffres, un petit peu la situation. Le temps que ça apparaisse, on dirait que les chiffres, ils sont assez comparables entre la situation du canton, dans le canton de Vaud, et au niveau national, où il y a des disparités. Non, on retrouve des chiffres qui sont tout à fait comparables ailleurs en Suisse. C'est des phénomènes qui ne sont pas spécifiquement présents dans un canton ou dans un autre. Internet est évidemment international, mondial, et ce n'est pas dans un petit pays comme la Suisse divisé en cantons qu'on va voir des différences de ce côté-là. Alors, on va revoir peut-être le graphique avec les 2-3 chiffres qui en ressortent, notamment plus de 50% de fausses annonces sur les shops en ligne. Ça, c'est vraiment la principale sous-catégorie. Oui, c'est actuellement ce qui nous occupe le plus en termes de nombre d'arnaques. C'est lié à la facilité vraisemblablement de commettre des escroqueries sur ces shops. Les gens prennent assez peu de précautions et malheureusement sont souvent victimes d'infractions sur ce type de shop. Et les autres sous-catégories intéressantes, c'est les fausses annonces immobilières, les paiements fictifs, les arnaques au support Microsoft, puis les arnaques au sentiment.
Ça, c'est vraiment également les catégories qu'on retrouve régulièrement dans les affaires. Tout à fait. On peut dire que les fausses annonces immobilières, c'est un dérivé d'autres types de petites annonces ou d'éléments en ligne. Les paiements fictifs, c'est lié à l'usage des cartes de crédit sur Internet pour les achats, où il y a également pas mal d'escroqueries. Et puis, ce qui est de l'arnaque aux appels Microsoft, ça passe par le téléphone, principalement. L'arnaque au sentiment, c'est quelque chose qui fait beaucoup de dégâts également, surtout pour les personnes qui en sont victimes. Olivia Cotruzzola, depuis combien de temps est-ce qu'on parle déjà de cyberescroquerie ? Alors, on parle de cyberescroquerie depuis que Internet existe, depuis que les gens peuvent aller consommer sur Internet. Eh bien, ils peuvent être potentiellement victimes d'escroquerie. C'est vrai qu'on voit une évolution parce que les escrocs redoublent d'originalité pour faire évoluer ces escroqueries, mais elles ont toujours existé. Et on constate que ces escrocs utilisent les mêmes leviers depuis le début pour atteindre leurs victimes. C'est la crédulité ou l'inexpérience sur Internet. On ne fait pas preuve d'assez de prudence. Ça peut être également la cupidité, à savoir que quand on a l'impression de faire une bonne affaire, de gagner de l'argent très facilement, eh bien, on peut tomber dans le piège. Et puis enfin, c'est la vulnérabilité et puis la détresse psychologique passagère que peuvent connaître certaines personnes. On retombe là sur l'arnaque, par exemple, au sentiment, où une personne va se sentir seule, va avoir envie de rencontrer quelqu'un qui l'accompagne, et puis elle peut tomber sur une personne mal attentionnée et être victime de ce type d'escroquerie. Alors on l'a dit, le phénomène existe maintenant depuis plusieurs années. On a un petit peu l'impression que c'est à comparer avec le dopage, où à chaque fois on se réinvente pour essayer de gruger un maximum de personnes. Oui, effectivement, c'est comme je le disais, les escrocs redoublent d'originalité. Sur le fond et la forme, on voit que l'objectif finalement est toujours le même, c'est de gagner de l'argent, c'est de tromper une victime pour que celle-ci vous verse de l'argent, ou alors partage des données personnelles, des données sécuritaires qui ne devraient pas être partagées. Et eh bien, par contre, ce que l'on constate, c'est que les escrocs se sont améliorés sur la forme de ces escroqueries. À savoir qu'il y a beaucoup moins de fautes d'orthographe. Les sites ou les institutions qui sont copiées ou mimées sont très très bien faits, et on peut très facilement avoir l'impression d'avoir affaire à une vraie entreprise ou à une vraie institution, alors qu'en réalité, il s'agit d'une fausse institution. Alors, on dit souvent à tort que le public cible numéro 1, ce sont les personnes âgées qui sont quand même peut-être plus vulnérables que les personnes encore actives, mais c'est un petit peu une image d'Épinal, c'est un peu un cliché quand même. Absolument. Tout le monde peut être victime d'escroquerie sur Internet. Alors évidemment, une personne âgée qui utilise Internet depuis très peu de temps peut, de par son inexpérience, être victime. Par contre, on constate sur le volume de plaintes que nous traitons à la police que toutes les catégories d'âge, toutes les catégories socio-économiques sont touchées par ce type d'escroquerie. Il suffit de manquer de prudence, de manquer d'attention, de ne pas faire preuve d'assez de bon sens pour être victime, et ça peut nous arriver à tous. Alors, je vous propose qu'on rentre peut-être dans des cas un petit peu plus concrets. Julien Cartier, il y a ce dont on a toujours été soit témoin, soit victime soi-même, c'est l'usurpation d'identité. Alors, prenons peut-être le cas des réseaux sociaux, Messenger, Facebook, où tout d'un coup on voit un compte à son propre nom qui apparaît, alors qu'on n'en est pas le propriétaire. Jusqu'à quel point on a le droit, entre guillemets, de s'amuser dans le monde virtuel, et jusqu'à quel point on en arrive à la sphère pénale? Alors, en ce qui concerne l'usurpation d'identité, en droit suisse, ce n'est pas un délit pénal. Il y a des discussions parlementaires qui ont lieu et qui ont déjà eu lieu au niveau du Parlement à Berne, mais ce n'est pas un délit aujourd'hui que d'usurper l'identité de quelqu'un. Ça peut être un délit civil s'il y a un dégât d'image pour une société, par exemple, ou une personne physique. Mais ça va arriver dans la cyberescroquerie, notamment dès le moment où cette identité fictive va être utilisée pour tromper une victime et pour obtenir évidemment un bien de sa part. Et finalement, la marge, elle est quand même très ténue. La marge est ténue, évidemment, et puis c'est difficile de savoir est-ce qu'on l'est, si la personne détecte qu'elle a une identité double, un avatar qui a été créé par quelqu'un, est-ce que c'est un acte préparatoire en vue d'une escroquerie ou non. Qu'est-ce qu'on fait concrètement si on est victime d'un piratage? D'un piratage ou si on se fait usurper son identité? Usurper, disons, déjà. Alors, il y a l'usurpation où il y a quelqu'un qui va créer un compte nouveau en mettant votre identité. À ce moment-là, il faut s'adresser prioritairement aux fournisseurs de la plateforme, le réseau social, etc., en disant voilà, je suis victime
d'usurpation d'identité, et c'est lui qui va pouvoir désactiver le compte en question. Le but, c'est de le fermer le plus vite possible, Voilà, bien entendu. qu'il soit fermé, effectivement. Si vous êtes victime d'un piratage, c'est-à-dire que quelqu'un a accédé à votre compte et se fait passer pour vous, à ce moment-là, on est dans le cadre, on est dans la sphère pénale, et puis il y a un délit qui a été commis. Autre cas, c'est l'arnaque aux faux emails bancaires. Ça, c'est quelque chose que l'on voit aussi régulièrement. Oui, alors c'est des faux emails qui soient bancaires, qui soient liés à d'autres plateformes de paiement ou systèmes de paiement sur Internet, où vous allez être sollicité par le biais d'emails pour vous connecter à votre compte. Si ces emails sont bien faits, ça va être difficile de se rendre compte que ça ne vient pas du fournisseur. Alors, il y a quelques trucs qui sont très techniques. Mais ça veut donner quand même un ou deux trucs. Alors, à mon avis, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est de jamais se fier au contenu du mail qui va vous dire cliquez sur ce lien et puis vous allez arriver sur la plateforme qui est concernée. Donc, si vous avez un doute parce que vous êtes client de cette plateforme, vous allez simplement vous connecter sans passer par le lien qui vous est proposé dans l'email. Donc vous ignorez tout le contenu qui va vous faciliter la vie, vous allez sur Internet normalement, vous vous connectez à votre compte et vous vérifiez s'il y a bien l'élément qui vous a été communiqué dans le mail. Dans le doute, ma banque m'appelle, m'envoie un mail, pardon, j'ai intérêt à appeler justement ma banque si j'ai un doute. Peut-être la chose la plus simple. Absolument. Vous pouvez appeler votre banque ou vous connecter justement en utilisant par les liens qui sont connectés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les organismes financiers, notamment les banques, normalement, n'utilisent jamais le biais de l'email pour communiquer des informations sensibles à leurs clients. On reçoit par courrier. Vous recevez par courrier ou alors c'est fait via les différentes applications où il y a une messagerie interne sécurisée qui s'y passe. Donc pour les banques elles-mêmes, les emails sont hautement suspects. Je vous propose que l'on passe à un témoignage de quelqu'un qui a été victime d'une cyberescroquerie. Noémie Mourque, bonjour. Bonjour. Merci de venir témoigner à visage découvert. Vous avez été victime d'une cyberescroquerie, c'était au début de l'année, hein, si je me trompe pas. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Oui, c'est juste. Au début d'année, je passais une situation un peu plus difficile et puis j'étais à la recherche d'un peu plus d'argent pour pouvoir résoudre mes soucis. Est-ce que vous avez là décidé, c'est de prendre contact avec les banques, on va dire, classiques? Exactement. J'ai cherché avec les banques classiques, mais ça marchait pas. Ils n'avaient pas les bonnes solutions pour mon souci. Et puis du coup, je me suis lancée sur Internet pour m'informer un peu. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez cru trouver la bonne solution? Oui, en fait, j'ai pensé à trouver la bonne solution. Et puis en effet, je suis tombée sur une annonce très intéressante qui m'a mentionné en fait qu'elle avait toutes les solutions pour mon souci. Et puis, du coup, j'ai contacté cette entreprise. Alors, ils étaient prêts à vous prêter quelle somme? Oui, en fait, l'entreprise était prête à me prêter la somme que j'avais besoin pour pouvoir couvrir les choses que j'avais à couvrir. Et puis, en fait, le service de cette entreprise, c'était de transmettre mon dossier, en fait, mon cas, à une banque privée. Et puis, la banque privée, c'est elle qui va me donner le crédit. Et là, est-ce que vous avez eu concrètement un contact avec cette banque privée ou vous êtes toujours resté simplement en lien avec la personne qui faisait l'intermédiaire? En fait, tout au début, j'étais toujours avec la personne en contact. Et puis, j'avais demandé aussi de parler d'abord un peu avec elle pour qu'elle m'explique bien parce que je suis assez jeune. Et puis, j'étais quand même en doute parce que normalement, on n'entend pas ça comme ça. Et puis, elle m'avait bien expliqué que c'est exactement dans des cas comme moi qui viennent aider, du coup, qui me transmettent mon dossier à une banque privée. Donc, sur le moment, vous n'aviez pas de doute, vous vous êtes dit, je fais la bonne affaire dont j'avais besoin. Correctement. Alors, avec ces arguments, il a pu me convaincre. Oui. À quel moment vous vous êtes dit, oulala, là, ça devient compliqué? Oui. Ça commençait déjà qu'après que j'ai fait la demande, en fait, que je me suis décidé que je fais la demande, j'ai eu une facture qu'on m'a réclamé 1000 francs pour transmettre mon dossier. Je me suis dit, ok, d'accord, comme il a expliqué, je paye ça. J'ai payé ces 1000 francs et puis après, j'attendais jusque
le contrat il venait de la banque privée et puis ça allait quand même assez vite. Et là, le contrat, vous l'avez reçu? Oui, j'ai reçu le contrat et puis je l'ai lu, bien sûr très attentif parce que bon, je me suis dit c'est quand même pas tous les jours qu'on a vécu des choses comme ça. Et puis j'étais assez choquée parce que le contrat il n'avait rien à voir avec ce que l'entreprise avant m'avait annoncé comme information. Alors justement, quelles étaient peut-être les deux informations qui changeaient le plus? En fait, le plus, c'était que cette personne avant m'avait expliqué que de la banque privée, je vais recevoir en crédit, que moi-même, je serais libre en fait de couvrir mes choses que j'ai à couvrir. Et puis, le contrat avec ma signature, j'aurais donné à la banque privée l'autorisation de pouvoir faire sur mon compte privé bancaire ce qu'ils veulent. Oui. Et donc à ce moment-là, vous vous êtes dit, non, ça va pas, il faut que je fasse autre chose. Exactement. Alors à ce moment-là, c'était clair pour moi que j'annule ce contrat, que je ne vais pas faire ça. Et On vous avait donné un délai de résiliation, hein? Oui, on m'avait donné un délai de 7 jours. Exactement. Et puis j'étais encore dans ce délai. Du coup, j'ai pris recours. J'ai parlé à cette personne en consultant. Et puis malheureusement, ça n'a fonctionné plus. Je ne pouvais plus personne rejoindre. Et puis avant, il n'y avait aucun souci. Toujours quelqu'un qui répond. Et à ce moment-là, vous avez quand même tenté de joindre la personne par téléphone à un autre numéro. Et c'est là où les ennuis se sont encore développés. Exactement. Du coup, après 5 jours à peu près, donc le délai il était presque déjà fini. Hein, oui, ouais. exactement. On m'a proposé que je peux appeler un numéro express pour annuler mon cas en moins de 2 heures. Moi, je me suis dit, bien sûr, je fais ça pour sortir de là. Et puis j'ai appelé, et puis on m'a mis dans la ligne d'attente. Puis à chaque fois, pendant 10 minutes, je me suis dit, non, je boucle le téléphone et puis j'essaie de rappeler. Et ce n'était bien sûr pas un numéro gratuit. Non, c'est ça que j'ai vu à la fin sur ma facture de mobile parce qu'on ne m'avait pas informée. Et puis du coup, j'étais assez choquée parce qu'elle était, oui. On peut le dire, hein, plusieurs centaines de francs au final. Qu'est-ce que vous avez fait alors dans cette situation? Est-ce que vous avez réussi finalement à retrouver votre argent? Oui. En fait, dans ce moment-là, j'étais presque encore plus pire qu'avant. Je cherchais une solution et puis en plus de ces 1000 francs que j'ai perdus, il y avait la facture de téléphone, comme vous avez dit. Du coup, j'ai décidé à ce moment-là de contacter ma assurance juridique. Et puis l'assurance juridique m'avait avoué que ces cas ils sont déjà très connus. Est-ce que votre protection juridique a réussi à vous permettre de récupérer une partie ou même tout le montant? La protection juridique, elle a pu me redonner un pourcentage, vu que s'ils font un processus juridique contre l'entreprise, ça ne va jamais toucher au montant de 1000 francs. Du coup, l'assurance juridique m'a redonné un pourcentage, mais pas tout le monde. Donc on peut dire grosso modo que vous avez récupéré la moitié de la somme. Oui, à peu près. Quel sentiment là vous avez maintenant avec quelques mois de recul? Vous avez l'impression d'avoir été un peu bête, de vous être fait avoir, arnaquer? En fait, je trouve que ça peut vraiment arriver à tout le monde parce que je suis allée sur des recherches sur Internet, parce que je me suis fait des doutes et puis c'était vraiment très bien fait. Et puis il y avait des articles sur cette entreprise et puis je peux pas dire tout vous a mis en confiance finalement. C'était vraiment en confiance quoi. Oui, exactement. Je me suis pas du tout posé des questions à la fin, du tout. Maintenant, via ce témoignage, l'idée aussi, c'est justement de montrer, de démontrer à la population dans son ensemble qu'on peut très vite se faire avoir. Exactement. C'est aussi pour ça que je suis remerciante d'être ici et puis de pouvoir montrer aussi au public qu'il ne faut pas avoir peur. En fait, ça peut vraiment arriver à tout le monde et puis qu'il faut faire quelque chose contre, oui. Merci beaucoup, Noémie Mourque. Julien, peut-être votre appréciation par rapport à ce témoignage? Alors concernant ce témoignage, c'est un modus effectivement qui est extrêmement connu dans l'arnaque qu'on appelle à l'avance de frais, c'est-à-dire que vous allez vous solliciter une prestation et pour obtenir cette prestation quelle qu'elle soit, l'arnaqueur va vous demander d'avancer des frais de dossier par exemple pour atteindre
votre but. Donc c'est un modus qui est vieux comme le monde, c'est quelque chose qui existait avant Internet en fait. Donc ça c'est tout à fait classique. Olivia parlait tout à l'heure de la meilleure facture des véhicules entre guillemets qui servent à faire l'arnaque. Donc les escrocs aujourd'hui vont fabriquer justement des légendes sur Internet qui vont mettre en avant la qualité des services. Et ça se fait assez facilement. Il suffit de créer 2-3 sites Internet bien ficelés et on y croit. Exactement. Donc vous allez trouver des références qui sont positives jusqu'à ce qu'il y ait des références négatives justement de personnes qui ont été arnaquées, qui peuvent aussi le publier sur Internet. Donc ces contrôles-là, parfois, sont aussi insuffisants. Et puis ensuite, il y a l'arnaque à tiroir, c'est-à-dire que on va vous arnaquer la première fois des frais de dossier, et puis ensuite on vous réarnaque une deuxième fois justement pour faire avancer votre dossier. Ça, c'est aussi quelque chose qui est vieux comme le monde, où avec les escrocs qu'on appelait à la 419, les Nigérians de l'époque, qui contactaient leurs victimes par lettre. Vous étiez en contact avec justement des financiers, ensuite il fallait débloquer l'argent, et puis ensuite vous étiez sur en contact... des sommes souvent très très élevées. Alors c'était très élevé, mais il y avait l'avocat qu'il fallait également financer, puis ensuite vous étiez appelé par la douane, la police, et c'était chaque fois toujours la même équipe qui était en contact avec vous et qui vous reprenait chaque fois un petit pécule ou un gros pécule à chaque étape de l'escroquerie. Donc en fait, il n'y a qu'un interlocuteur qui est le bon interlocuteur, c'est votre police, et c'est votre police locale quand vous êtes victime de ce type d'escroquerie. Noémie Mourque le disait il y a quelques instants, elle a récupéré grosso modo la moitié de son investissement. Les gens pourraient se dire, mais pourquoi elle ne récupère pas le 100%? Alors là, on est dans le cadre d'un arrangement avec une société privée qui est sa société de protection juridique. S'il n'y avait pas eu cette société de protection juridique, il n'y aurait vraisemblablement pas eu de récupération du tout. Et est-ce qu'il y a un moyen pour tout récupérer, à contrario? Non, c'est très rare parce que les fonds sont en général très vite récupérés, versés. Ensuite, ils subissent tout un circuit pour qu'on ne puisse pas remonter la trace des fonds. Donc, c'est très rare. La seule chance, c'est que le fournisseur lui-même, que ce soit via une carte de crédit ou un opérateur téléphonique, accepte de prendre en charge tout ou partie des frais, ce qui se fait fréquemment, mais c'est au bon vouloir de ces organismes-là. D'où l'importance d'avoir une protection juridique et pas que dans ce cas-là. Tout à fait. Merci pour ce témoignage. Je vous propose que l'on poursuive cette émission avec encore quelques cas concrets et puis également les questions des internautes. Retour sur ce Facebook Live de la police cantonale vaudoise. C'est le premier et il est consacré à la cyber-escroquerie. On vient d'entendre un témoignage, plusieurs témoignages sur ces questions. Ce que je vous propose également, c'est de connaître, Julien Cartier, comment est-ce que la police cantonale, en l'occurrence, travaille pour lutter en amont, si c'est possible, et en aval des escroqueries. Alors en amont, on a des contacts évidemment avec beaucoup de partenaires privés qui sont ces véhicules de petites annonces par exemple ou d'autres organismes. Donc on a des contacts avec ces entreprises privées pour justement améliorer la prévention et leur système de sécurité sur leur site. Finalement c'est win-win, hein, tant pour la société que pour la police. Évidemment. Et puis ensuite, malheureusement, une fois qu'une arnaque a été faite, s'est produite, là, on va travailler sur les plaintes des différentes victimes. Et là, on a mis en place de nombreux dispositifs pour améliorer la lutte contre ce type de phénomène depuis ces dernières années. Le fameux travail sur le darknet, c'est un mot anglais, mais qui commence à être de plus en plus utilisé. Alors le darknet, c'est une zone un petit peu particulière d'Internet qui est très anonyme et qui rend encore plus difficile la lutte et l'identification des auteurs potentiels. Ça fait partie de notre portfolio, évidemment, en fonction de où se trouve la victime sur Internet. Alors, quelques conseils pratiques peut-être, Olivia Coutruzzola. On va revoir peut-être un des panneaux que l'on a préparé pour un tout petit peu essayer d'aider les gens. À la fois à pas se faire gruger, hein, à la base c'est quand même ça l'intérêt, et puis également à réagir. Donc pour votre propre sécurité sur Internet, que faire? Quels sont, on va dire, les gestes qui sauvent, si on peut se permettre cette image? Il faut particulièrement se méfier des personnes que l'on connaît que à travers d'Internet. Donc si vous voulez faire une affaire sur Internet,
contracter un achat sur Internet, eh bien, veillez, si c'est possible, à rencontrer à un moment donné physiquement cette personne, de manière à voir d'abord qu'elle existe, et puis aussi à voir que l'objet que vous voulez acheter existe. Donc, important, si c'est possible, de privilégier quand même ce contact physique. Ensuite, ce qui est également très très important, c'est d'éviter de verser une somme d'argent en avance sous la forme d'une annonce de frais ou alors sous la forme d'un paiement alors qu'on n'est pas certain que le produit que l'on souhaite acheter existe. Donc très très attentif à ça. En aucune façon, vous devez payer une prestation si vous n'êtes pas sûr qu'elle est réelle. Ensuite, un troisième conseil très important, c'est d'éviter de propager ou de partager des informations personnelles de sécurité, des informations d'identité. Donc, ne pas fournir à la personne qui vous les demande des papiers d'identité, des copies de votre passeport ou de permis de conduire, par exemple, Ou par de ses Internet. proches aussi, hein, parce que ça aussi, ça marche. Absolument, absolument. Vous n'avez pas à envoyer à une personne que vous ne connaissez pas des papiers d'identité ou des données personnelles. À aucun moment, vous allez dans la rue donner une carte de crédit à une personne que vous ne connaissez pas ou votre numéro de sécurité. Donc, il faut avoir la même prudence sur Internet. C'est fondamental. On reçoit par exemple parfois des messages d'un supposé proche bloqué sur un autre continent et qui nous appelle au secours et à qui il faut envoyer le numéro de son passeport qu'il a perdu, respectivement de l'argent. Oui. Ça, on le voit régulièrement. Oui, et c'est une arnaque maintenant que les gens commencent à connaître. Donc effectivement, aucun ami, aucune personne proche ne vous contactera de cette manière pour pouvoir obtenir votre aide. Donc à partir du moment où vous avez le doute, où vous n'êtes pas sûr, passez votre chemin. Julien Cartier, imaginons je suis victime d'une arnaque, je m'en rends compte. Est-ce qu'il y a un email, un numéro de téléphone à qui je peux tout simplement appeler pour déjà dénoncer la chose et puis, si possible, retrouver un petit peu le sourire? Alors, dès le moment où vous êtes victime, le seul bon conseil, c'est de vous adresser à votre police de votre canton qui va, elle, prendre en charge le cas et vous donner tous les conseils pratiques. Dans ce sens, on a fait. Faut vraiment se faire aider. Hein. Oui, et on a fait beaucoup d'efforts pour que les gens qui sont au guichet, qui vous répondent, soient formés, soient informés avec les meilleures pratiques en fonction de la typologie de l'arnaque que vous avez subie et qui s'adresse directement à la police dès le moment où vous êtes victime. Oui. Si un courrier indésirable apparaît, donc avant même de me faire arnaquer, même système. Alors, pas tout à fait, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas victime, vous pouvez annoncer le cas en disant « j'ai découvert quelque chose de suspect sur Internet » sur le site de l'annonce nationale qui est le site de Mélanie. Donc là, vous allez sur Google, vous tapez Mélanie, M-A-L-E-N-I, et puis vous avez un formulaire en ligne où vous pouvez mettre les informations. Et là, on est dans la cybersécurité, plus la cybercriminalité. Cet organisme va prendre toutes les mesures pour que ce qui est dans le contenu de l'email ne soit plus inoffensif ou rendu inoffensif. Alors, ces données qui arrivent sur cette plateforme, imaginons, je suis un citoyen vaudois, mais ces données sont vraiment partagées avec toutes les polices cantonales. Alors Mélanie est en contact avec toutes les polices cantonales et en contact avec les principaux fournisseurs de services de communication sur Internet. Donc c'est eux qui ont le meilleur réseau pour pouvoir très rapidement endiguer et fermer les sites malveillants qui pourraient par exemple être utilisés pour des chevaux de Troie bancaires, enfin des malwares qui sont eux des risques assez élevés pour les biens informatiques des personnes. Olivia Coutruzzola, on a un petit peu l'impression aussi qu'il y a toujours un petit sentiment de gêne, voire carrément de honte, lorsqu'on se fait piéger et qu'on garde ça pour soi, c'est-à-dire qu'on ne le partage pas forcément avec ses proches et surtout pas avec la police. Oui, effectivement, hein, c'est jamais très agréable d'être victime d'un type d'escroquerie et les gens ont effectivement peut-être tendance à garder les choses pour eux, surtout si le préjudice n'est pas trop important. Ils vont avoir tendance à dire c'est pas grave, j'ai perdu 200 francs, voilà, j'ai perdu 300 francs, je me tais parce que je veux pas qu'on se moque de moi. Mais j'aimerais dire à ces personnes qu'elles ne doivent surtout pas hésiter à dénoncer les cas, parce qu'encore une fois, ça peut arriver à tout le monde peut être victime d'une cyberescroquerie. Donc dénoncer les cas, c'est extrêmement important. Ça permet à la police d'avoir suffisamment de volume de plaintes pour qu'on puisse ensuite être efficace aussi en termes d'enquête. Et puis d'autre part, effectivement, en parler à ses proches, à ses amis, à son entourage, ça peut permettre à d'autres personnes d'éviter de devenir elles-mêmes victimes. C'est vraiment
la notion de petit ruisseau qui fait les grandes rivières. Il faut vraiment se montrer solidaire. Il faut se montrer solidaire et se dire que ça n'est pas une honte d'être victime d'une escroquerie. Encore une fois, ça peut arriver à tout le monde de traverser une période plus difficile, d'avoir besoin d'argent par exemple, ou alors d'être persuadé qu'on fait l'affaire du siècle, là, qu'on se trouve la voiture de ses rêves à un prix incroyablement bas. Alors, si c'est arrivé, il faut le dénoncer. Et puis, dans le cas contraire, si vous n'avez pas encore dépensé cet argent, dites-vous que c'est vraiment trop beau pour être vrai et passez à une autre annonce. Alors, dans le doute, on peut appeler la police cantonale, mais est-ce qu'il existe une sorte de pense-bête sur Internet, peut-être, que l'on pourrait retrouver avec les 2, 3, 4, 5 règles dont on vient de parler? Absolument. Donc, les gens, en surfant sur Internet, peuvent aller sur différents sites qui sont dédiés à la prévention. Le site votrepolice.ch, par exemple, qui est le nôtre et qui diffuse énormément de conseils de prévention. Vous avez également le site de prévention suisse de la criminalité, qui est extrêmement fourni en informations utiles, qui donne des conseils très pratiques, très simples à comprendre pour les internautes. Donc, il suffit aux gens d'aller taper escroquerie ou certains types d'escroquerie sur Google, sur Internet ou sur un autre site de recherche et ils trouveront l'information souhaitée. Est-ce qu'il existe des moyens pour vérifier à 100%, j'ai envie de dire, la fiabilité d'une annonce? Alors, c'est son propre comportement. Évidemment, encore une fois, lorsque l'on surfe sur Internet, qu'on veut aller se payer un voyage, qu'on veut aller se payer tout autre bien dont on a besoin, eh bien, c'est d'être extrêmement prudent, de se poser la question, mais est-ce que cette annonce n'est pas trop belle pour être réelle? Est-ce que je suis certain que je suis en train de contacter un achat qui est réel? C'est vraiment cette prudence. Et puis, sur certains sites Internet qui ne seraient pas des vrais sites, il faut également se méfier de l'orthographe, voir si l'adresse... Ça, c'est vraiment un bon truc, très facile à voir. Voilà, l'adresse. Est-ce que l'adresse du prestataire est orthographiée correctement? Donc, avoir vraiment ce bon sens, cette prudence. Julien Cartier. Oui, je dirais qu'en plus, beaucoup de ces sites maintenant fournissent des services sur lesquels vous allez avoir une garantie de bonne fin, c'est-à-dire que vous allez passer par un service. Alors, il y a une petite commission générale qui est demandée, mais qui va vous garantir que le paiement sera fait à la personne qui vend, respectivement. L'inverse est aussi juste, ce qui vous garantit que vous allez potentiellement être moins victime ou pas victime de l'arnaque. Et dans ces cas-là, vous allez avoir l'arnaqueur qui va tendre à vous faire sortir de système sécurisé. Donc ne passez pas de main à main, entre guillemets, évidemment parce qu'il n'y a pas de contact physique. Ça, c'est un signe évident qu'on essaye d'éviter ces systèmes sécurisés qui doivent absolument lever un doute important. On ajoute finalement encore une couche au millefeuille de l'arnaque. Exactement. Je vous propose que l'on passe, pour terminer, à des questions de nos internautes. On en a reçu énormément cette semaine. On les remercie d'avoir participé également à cette bourse aux questions. Alors, la première, elle s'adresse plutôt à Julien Cartier. Quel est le meilleur antivirus pour protéger son ordinateur? Alors, le meilleur antivirus, c'est vous. Parce qu'il y a beaucoup d'antivirus qui ont leur qualité. Donc ça, je renvoierai chacun à aller regarder les estimations qu'on trouve aussi sur Internet en disant lequel est le meilleur. Ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Mais finalement, l'antivirus nous protège d'une problématique particulière. Vraiment, il faut se dire, le meilleur antivirus, c'est soi. Il faut faire attention, il faut réfléchir, il faut être critique. Et puis, se rapporter à une situation dans le monde réel. Est-ce que j'agirais de la même manière dans le monde réel? Le problème, c'est qu'on va souvent trop vite. On reçoit tellement de courriels, tellement d'emails lorsque l'on a une vie professionnelle. On reçoit 20, 50, 100, que finalement on les traite comme un courriel normal. On va trop vite et puis on est dans un environnement physique qui est sûr, c'est-à-dire qu'on est chez soi, derrière son ordinateur. Et on ne se rend pas compte qu'on est exposé, en fait, en étant chez soi. Internet, il interpénètre notre vie partout où on est. Et on n'a pas de signe avant-coureur de risque, puisqu'on est physiquement dans une situation sûre. Il n'y a pas de visage. Exactement, et on est beaucoup moins critique, on fait beaucoup moins attention, alors qu'on est extrêmement exposé. Internet, c'est le monde entier, on se déplace à la vitesse de la lumière, donc il n'y a plus de dimension, je dirais, de dimension géographique. Donc on est exposé finalement à tous les escrocs de la Terre. Julien, deuxième question pour vous. Quel est le pourcentage d'affaires que l'on parvient à élucider? C'est une question très difficile parce qu'il y a plusieurs facteurs
qui pourrait expliquer le fait qu'on ait des statistiques qui sont difficiles à donner. Mais il y a certains éléments. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est difficile de lutter contre la cybercriminalité parce qu'on a des éléments qui nous compliquent la vie, notamment qu'on peut être confronté à des passages de frontières, évidemment, où on a des auteurs qui ne sont pas directement au pas de sa porte. Hein. Ça peut être le cas dans certaines situations, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc on a des enquêtes qui sont compliquées. On est également dans une situation où on est sur des délits sériels, c'est-à-dire qu'on a un auteur qui va créer beaucoup d'arnaques, qui va être l'auteur de beaucoup de situations, et puis ça va être difficile de l'attraper en disant voilà, on va vous mettre 1 millier, 2000 arnaques sur le dos. Donc les statistiques n'ont pas vraiment de sens par rapport à cette réponse. Alors on l'a dit, collaboration intercantonale, collaboration internationale également. Hein. Oui, absolument. Selon les cas, bien sûr. Alors, selon la situation, il faudra collaborer. Et là, on travaille directement avec FedPol et puis également Europol sur le plan européen qui ont mis en place des systèmes de lutte qui sont très efficaces et avec lesquels on collabore quotidiennement. Troisième question que l'on a conservée, que l'on a sélectionnée, c'est est-ce un crime de faire chanter quelqu'un avec des photos privées, notamment dénudées? Oui, alors absolument, ça c'est un délit qui est passable d'une peine pécuniaire ou d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans, suivant la gravité. Donc oui, absolument, ça c'est punissable et c'est grave. Ce genre de cas, ils sont fréquents? Ils sont malheureusement très fréquents parce qu'on est dans une période où les jeunes échangent beaucoup de données, les jeunes et les moins jeunes, et ils sont également pas assez prudents. Et on a beaucoup de cas de ce type-là, malheureusement. Quatrième question. Pourquoi une identité virtuelle est-elle si vite créée? Est-ce qu'il y a un contrôle officiel de l'hébergeur? Alors, malheureusement, oui, c'est facile. Ça, il faut demander à ceux qui fournissent ces systèmes de réseaux sociaux ou autres pourquoi c'est si facile. C'est devenu plus compliqué malgré tout. Hein. Maintenant, vous avez beaucoup de comptes qui étaient faits sous des identités fictives qui se font bloquer. Donc, le niveau de contrôle de ces plateformes est meilleur. Par contre, ça dépend aussi de la législation du pays dans lequel se trouve l'hébergeur. Et si on prend des systèmes suisses, qui sont par exemple des systèmes de télécommunication, vous avez maintenant des règles législatives qui fixent un certain nombre de critères pour pouvoir remonter à la source et l'identifier. Donc ça dépend vraiment de la législation. Alors, l'avant-dernière question, on en a déjà un petit peu parlé, mais je vous la repose quand même pour les personnes qui nous ont rejoints que depuis quelques minutes. Que pouvons-nous faire si on est victime d'une usurpation d'identité sur Internet ? Alors de nouveau, s'adresser au service sur lequel notre identité est usurpée pour dire « mon identité est usurpée », ça viole en général les règles d'utilisation de la plateforme. Donc eux, ils doivent agir à ce niveau-là. Ils vont vous demander évidemment des preuves que vous êtes bien la personne que vous prétendez être. Oui, parce que si l'arnaqueur se fait arnaquer par un autre arnaqueur et qu'au final on double le problème, on n'y gagne pas. Hein. Absolument. Donc il y a ces contrôles qui vont être demandés. Donc il faut être attentif. C'est le moyen principal. Et dès le moment où vous êtes victime d'une escroquerie, à ce moment-là, il faut contacter la police. Dernière question. Qu'est-ce que le phishing ? C'est un mot qui revient. Le phishing, pardon. C'est un mot qui revient régulièrement. Alors le phishing, c'est justement quand vous allez être sollicité par email ou par d'autres plateformes, et c'est très souvent par email, où on va essayer d'obtenir des informations personnelles pour ensuite les utiliser dans un cadre délictueux. Donc le phishing, c'est très fréquent, ça arrive par email, ça arrive par téléphone, et on va vous demander, vous identifiant, de vous reconnecter à votre compte, etc. Et ce n'est pas sans conséquence, parce que le phishing qui se passe le plus souvent, c'est via vos adresses mail. Et une fois qu'un escroc est rentré dans votre adresse mail, il va justement créer des comptes avec votre identité, il va pouvoir contacter vos proches, etc. et avoir une possibilité de nuire qui est importante. Question subsidiaire, si je me fais avoir, est-ce que en simplement changeant mon code, mon mot de passe, ça suffit pour en être débarrassé? Alors changer son mot de passe, c'est la première chose à faire, voilà. Mais ensuite, ce qu'on recommande, c'est d'activer les systèmes de double authentification, c'est-à-dire que vous allez avoir une deuxième demande qui va venir du système qui va arriver par un média différent. En général, ça se passe via votre téléphone portable, vous recevez un code via une application ou par SMS, et ce code va permettre de valider ensuite l'authentification. Vous avez aussi des systèmes de double authentification pour valider un paiement, par exemple. Souvent, quand ça arrive sur une facture de téléphone, ce qu'on appelle le pay per phone, donc ça va arriver sur votre facture, vous allez recevoir un SMS avec un code. Et sur ces SMS, c'est souvent marqué « Ne transmettez pas ce message, ce code à quiconque ». Et il faut suivre cette règle.
Si vous recevez un message alors que vous n'avez aucune activité d'achat, eh bien c'est quelqu'un qui est en train d'essayer d'acheter quelque chose à votre place. Olivia, on va peut-être conclure avec vous ce premier Facebook Live. L'idée justement de ces rendez-vous qui auront lieu tous les 2 mois, c'est vraiment de parler de prévention au sens large. Absolument. Nous voulons saisir l'opportunité que nous offre ce Facebook Live pour parler à notre communauté, pour lui donner l'opportunité aussi de nous poser des questions sur des thématiques qui les concernent, qui les touchent. Et effectivement, nous allons consacrer ces lives essentiellement à des thématiques de prévention. Si aujourd'hui des gens ont encore des questions sur ces questions de cyberescroquerie, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent sans autre nous adresser leurs messages via la messagerie de Facebook ou en commentaire de ces différentes capsules qu'ils pourront revoir par la suite, et nous y répondrons par écrit dans les meilleurs délais. Alors on le précise, ces Facebook Live auront toujours lieu en fin de matinée. Cet après-midi, vous aurez l'occasion de revoir bien sûr l'émission au complet, et puis également un certain nombre de passages les plus marquants seront également à votre disposition dans des capsules un petit peu plus courtes. Le prochain, on connaît déjà le thème. Oui, nous allons changer de thématique puisque nous allons parler de prévention routière. Nous allons profiter de la rentrée scolaire, donc à fin août, pour organiser un Facebook Live sur le thème de la sécurité entre le domicile et l'école pour tous les enfants qui vont reprendre la route de l'école. Refaire passer des messages qu'on a peut-être déjà entendus 10 fois, 100 fois, 1000 fois, et pourtant sont toujours bien utiles à faire passer. Absolument. Je crois qu'en matière de prévention, il faut sans cesse répéter les mêmes messages pour induire ensuite un changement de comportement chez le citoyen, chez la personne. Et c'est ce qu'on vise avec ces thématiques de prévention. Donc rendez-vous fin août. Fin août. Rendez-vous fin août donc pour le prochain Facebook Live de la police cantonale vaudoise. Merci Olivia Coutreau-Zola. Merci à vous. Merci à Julien Cartier. Merci à vous. Merci également à Noémie Mourque. Très bonne fin de journée à toutes et tous et au plaisir de se retrouver sur le Facebook Live de la police cantonale vaudoise.